Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée. Sur El Oula, voici les titres de l'actualité. 29 novembre, journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien. Sa Majesté le Roi adresse un message au président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Le souverain y insiste sur la nécessité de replacer la question palestinienne au cœur des priorités internationales. À Rabat, lancement officiel de la 17e campagne nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes. La lutte interpelle toute la société pour changer les mentalités et promouvoir les principes d'équité et d'égalité. La cité ocre brille de mille feux. Le Festival international du film de Marrakech reprend ses quartiers pour une 18e édition riche en temps fort, en hommage et en échanges cinématographiques. Peu avant l'ouverture de cette grande fête du 7e art, on vous fait découvrir un décor des plus alléchants. Le monde se solidarise avec le peuple palestinien comme chaque année depuis 1978. Le 29 novembre est célébré comme la journée internationale de solidarité avec ce peuple martyrisé. En cette commémoration, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message au président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Nyong, un message dans lequel le souverain insiste sur la nécessité de replacer la question palestinienne au cœur des priorités internationales. Nisri El-Hamdawi. Le conflit israélo-palestinien est par excellence un conflit politique, relève le souverain pour qui aucune approche, aussi importante soit-elle, ne peut se substituer à une solution politique globale et juste, conformément aux résolutions de la légitimité internationale et de l'initiative de paix arabe. Sa Majesté le Roi réaffirme sa solidarité avec le peuple palestinien frère, réitérant la position constante et le soutien indéfectible du Maroc en faveur de la réalisation de ses droits justes et légitimes à l'établissement d'un État indépendant dans les frontières de 4 juin 1967 avec Al-Quds oriental comme capitale. La communauté internationale est unanime à considérer qu'un règlement juste et global de la question palestinienne ne peut avoir lieu que dans le cadre de la solution des 2 États, insiste le souverain, conformément aux résolutions de la légitimité internationale et à l'initiative de paix arabe. Sa Majesté le Roi de préciser que nul ne peut plus ignorer le recours à des pratiques contraires aux résolutions de la légitimité internationale et aux dispositions du droit international humanitaire qui sont observées de manière récurrente dans les territoires palestiniens occupés. Le souverain y voit une menace réelle pour les chances de paix dans la région et un présage d'un avenir marqué du sceau des conflits interreligieux et de la haine. Sa Majesté le Roi indique que tout effort visant à relancer le processus de paix ne peut porter ses fruits que s'il est mis un terme à la politique de colonisation dans les territoires palestiniens occupés. L'occasion pour le souverain d'appeler le Conseil de sécurité et tous les membres de la communauté internationale pour qu'ils agissent avec célérité afin de préserver le statut juridique et historique des territoires palestiniens occupés. Idem pour l'application de la résolution onusienne 2334-2016 qui appelle à l'arrêt de la colonisation et qualifie d'illégales les colonies de peuplement. L'accent a été également mis sur la centralité de la question d'Al-Quds, inscrite au cœur du conflit actuel dans toute la région du Moyen-Orient, et qui constitue la clé de voûte d'un règlement politique éventuel entre les parties israéliennes et palestiniennes. Par conséquent, en notre qualité de président du comité Al-Quds, nous n'avons cessé d'appeler à la préservation de l'unité d'Al-Quds al-Sharif et de son inviolabilité, ainsi qu'à la sauvegarde de la dimension spirituelle de cette ville, symbole de paix, souligne Sa Majesté le Roi. Cette position avait été réaffirmée dans l'appel d'Al-Quds, signé par Sa Majesté le Roi et Sa Sainteté le Pape François à l'occasion de la visite du souverain pontife au Maroc le 30 mars 2019. Plus de 2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza subissent des châtiments collectifs et pâtissent des répercussions du blocus qui leur est imposé depuis 12 ans.
Cette situation a eu pour effet de détériorer encore davantage leurs conditions de vie, leur état de santé et la qualité des prestations qu'ils sont censés recevoir, déplore Sa Majesté le Roi. C'est pour ces raisons que depuis longtemps et à plusieurs reprises, nous avons demandé la levée du blocus sur cette partie des territoires palestiniens, affirme le souverain, se disant convaincu que son maintien aggrave l'état de frustration, de désespoir et d'instabilité de cette population. Sa Majesté le Roi saisit cette opportunité pour réitérer l'appel lancé aux frères palestiniens, toutes tendances confondues, afin qu'ils s'engagent véritablement sur la voie de la réconciliation en dépassant leurs divisions qui affaiblissent la position palestinienne tout entière et vont à l'encontre de leur projet d'établir un État indépendant. Et en ce jour de solidarité internationale, des appels se multiplient pour protéger les droits inaliénables du peuple palestinien, même si la situation sur le terrain est toujours des plus complexes avec le regain des violences. Selon les Nations Unies, au cours de l'année écoulée, aucune évolution positive n'a été enregistrée, bien au contraire, elle ne fait que se détériorer. Nisrina Oustar. Des familles décimées par les bombardements répétitifs, des enfants terrorisés par l'horreur au quotidien, des arrestations arbitraires, des disparitions forcées et des maisons expropriées par la violence. Cela fait plus de 7 décennies que le peuple palestinien souffre le martyre à cause de l'injuste politique de colonisation menée par Israël. Ce 29 novembre, Journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien, est l'occasion justement de dénoncer avec véhémence ces violations massives des droits de l'homme. Le Maroc a toujours plaidé pour le recouvrement des droits légitimes du peuple palestinien et pour l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds Est comme capitale. La solidarité du Maroc avec le peuple palestinien est exemplaire. Grâce à l'engagement indéfectible de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume a toujours été un fervent défenseur de la cause palestinienne, avec ses dimensions politiques, humanitaires et religieuses également. D'ailleurs, c'est le Royaume du Maroc qui a toujours abrité les plus importants sommets arabes où des décisions historiques ont été prises en faveur du peuple palestinien. Le contexte actuel est marqué par un regain de violence sur les territoires occupés, une escalade qui fait suite à la récente annonce de Washington. Les États-Unis ont reconnu, je cite, l'égalité des colonies israéliennes, poussant Tel Aviv à accélérer sa très controversée politique d'expansion, notamment en Cisjordanie occupée, et cela malgré le tollé international que la position américaine a provoqué. En ce jour de solidarité, les appels se font nombreux, encore une fois, pour protéger les droits inaliénables des Palestiniens, des appels contre le blocus de la bande de Gaza et les agressions israéliennes qui endeuillent tout un peuple depuis plusieurs décennies. Construire une jeunesse marocaine et défenseuse de la non-violence, une démarche qu'adopte le gouvernement à travers le lancement de la 17e campagne nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Plus de 20 jours où la créativité des jeunes dans divers domaines est mise en lumière. L'idée est de faire de cette frange de la population une force de proposition pour changer les mentalités et instaurer les principes de justice et d'égalité. Imen Slavi, Malem Messi. Sur les 54% des femmes violentées au Maroc, 49% sont victimes de sévices moraux. Un constat statistique qui met à nu une sombre réalité, celle vécue dans l'ombre par de nombreuses femmes et filles. Un fléau non des moindres qui prolifère sous le poids d'une jeunesse inconsciente. Qu'ils soient acteurs ou victimes des violences psychologiques, les jeunes restent néanmoins une partie de la solution. Cette année, nous avons souhaité conférer à cette campagne une dimension sociétale. Ceci se traduit via les spots de sensibilisation que nous avons lancés où nous cherchons à consolider auprès des plus jeunes les valeurs positives de respect à l'égard de la femme en faisant d'eux une force de proposition effective. Notre plus grande ambition serait d'empêcher la transmission du phénomène aux générations futures.
L'art peut vaincre la violence. C'est le message que j'ai transmis dans le spot que j'ai supervisé. J'estime déshonorant de parler de ce fléau au XXIe siècle dans notre pays. À l'heure où la société civile est dynamique et présente, c'est aux femmes d'agir. Le gouvernement n'est pas l'unique intervenant dans ce chantier d'évolution des mentalités et des comportements. Conforté dans son action par la société civile, les pouvoirs publics sont disposés à soutenir les efforts des associations et à poursuivre le dialogue national sur la question. La violence faite aux femmes est un phénomène criminel en perpétuelle évolution qu'il convient de contrecarrer en urgence. Le gouvernement se doit d'honorer ses promesses de changement en exécutant un plan de lutte, notamment par le biais des médias et autres mécanismes de sensibilisation. Nous appelons le Parlement à durcir sa législation en faveur des droits de la femme. Briser le silence, pas les femmes. Un cri du cœur qu'ont émis ce matin féministes, avocats et décideurs lors de la séance officielle de lancement de la 17e campagne nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes. Une initiative qui se poursuit jusqu'au 20 décembre dans un contexte de mobilisation internationale sans précédent pour enrayer durablement un mal profond. La mobilisation se poursuit donc partout pour dénoncer et sensibiliser à cette cause. À l'heure de cette campagne mondiale, on écoute, on oriente et on conseille les victimes de toutes les formes de violence. C'est notamment le rôle qui incombe aux nombreuses associations œuvrant dans ce domaine. Nous verrons comment dans ce reportage réalisé au centre Injad à Mohammedia, un refuge pour les femmes victimes de violences, notamment conjugales. Reda Hammaou, Nisr El Hamdawi. Enfin, ces femmes mariées ont pu briser l'omerta. Pendant de longues années, elles ont enduré le martyre auprès d'époux violents et rabaissants. Mais l'abus de trop fut leur expulsion de leur foyer. L'association Injad à Mohammedia a été leur refuge et leur planche de salut. Lorsque je me suis présentée à ce centre, les membres de l'association m'ont bien accueilli. Je leur ai fourni un extrait d'acte de mariage et mes pièces d'identité. Ils m'ont prêté main forte à tous les niveaux. On m'a même offert gîte et couvert. J'en suis reconnaissante. On m'a apporté une grande aide. Je me suis présentée à eux avec mes enfants. Nous étions tous dans un piteux état. Ils nous ont offert une bonne douche. Une psychologue nous a pris en charge. Nous étions brisés. Je présentais même les stigmates de la violence conjugale. Outre la séance d'écoute que propose l'association à ces femmes pour leur permettre de mettre des mots sur leurs souffrances quotidiennes, tout un accompagnement juridique est mis en marche. La réparation étant un processus vital. Avec le comité de suivi instauré par la loi 103/13, nous espérons la mise en application de ces dispositions. Notre souhait est de permettre une certaine harmonisation entre la loi et le travail de la société civile afin d'offrir les meilleurs services aux femmes victimes de violences. Il faut agir car le fléau progresse. Plus de 55% de femmes marocaines en sont victimes. Depuis sa création en 2006, l'association Injad a accompagné quelques 3000 femmes violentées. Plus qu'une main tendue, le centre est un facilitateur d'intégration sociale de ces femmes sur la voie de leur reconstruction. Autre forme de violence et d'injustice à l'encontre de la gente féminine, le travail des petites bonnes. L'exploitation des filles mineures dans le travail domestique est à nouveau pointée du doigt. C'est le cheval de bataille d'une nouvelle campagne de sensibilisation lancée un an après la promulgation de la loi 1912 qui réglemente le travail des filles mineures. Mustafa Ouda, Dominique Orlando. Il a été conçu dans l'intention de créer un effet coup de poing et le spot intitulé « Arrestation » y contribue pleinement, en particulier lorsqu'apparaît cette image foudroyante.
Je n'ai jamais pu supporter cette terrible injustice. Pour moi, c'est un crime d'engager un enfant. Et j'ai tout fait dans ma vie depuis 20 ans pour que cela cesse. Mais j'ai pas réussi. Cette problématique existe, mais maintenant elle existe de façon différente parce que les gens ont honte et les gens les cachent. Elles sont devenues invisibles. On ne les voit plus comme avant, mais elles existent, elles sont là. Selon l'INSAF, 550 jeunes adolescentes ont pu être extirpées de cet engrenage domestique et placées en milieu scolaire, même si le chiffre exact des petites bonnes au Maroc est difficile à établir. Il reste par conséquent beaucoup à entreprendre. Les dernières données indiquaient autour de 45 000 petites filles, jeunes filles dans les villes de Maroc en 2017 ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est très difficile d'avoir un nombre assez fiable à pouvoir communiquer. En tout cas, c'est une réalité encore, le travail des enfants. La diffusion de ce spot devrait surtout permettre de rappeler qu'il y a une loi promulguée au Maroc il y a plus d'un an et qui condamne à 30 000 dirhams d'amende toute personne employant une petite bonne de moins de 16 ans. En cas de récidive, les amendes sont doublées et l'employeur prend le risque qui peut aller jusqu'à 3 mois de prison ferme. Les relations Union européenne-Afrique appelées plus que jamais à sortir du paradigme de l'aide au développement et entrer dans l'ère de la relation win-win. Le constat fait l'unanimité à Marrakech à l'occasion de la 2e édition de l'UE Africa Business Summit. Les deux partenaires aspirent à redéfinir leur partenariat autant au niveau institutionnel qu'en termes de relations économiques pour évoluer vers une relation plus équilibrée. Amina Allam, Mouhtassim Bilal Bouazabi, Simonia Marouche. Explorer de nouvelles sources d'investissement et mettre en place des partenariats durables entre l'Europe et l'Afrique, deux défis au centre des débats sur lesquels planchent plus de 300 participants. Pour cela, il est impératif de réfléchir sur les moyens de booster la croissance des deux continents face aux défis de la révolution de l'industrie 4.0, économie verte, digitale et intelligence artificielle. Rapprocher les positions de l'Union européenne et du continent africain sur un tas de sujets qui sont extrêmement importants pour les deux bords de la Méditerranée, notamment l'industrialisation, le digital pour la jeunesse, l'agriculture durable. Donc ce sont des sujets qui seront débattus avec des représentants venant de l'Union européenne. Voir comment est-ce qu'on pourrait identifier un certain nombre de projets, surtout en termes de digitalisation, sur lesquels donc nos différents pays des deux côtés de la Méditerranée pouvaient travailler. Le Maroc a développé une importante expérience dans le PPP, partenariat public-privé, notamment dans le secteur de l'automobile et de l'aéronautique. Une expertise qu'il met volontiers au service des pays africains. Au Maroc, bien évidemment, on a de très bonnes pratiques qu'on a échangées avec les différents acteurs présents, que ce soit nos amis africains ou nos amis de l'Union européenne. Donc toutes les réussites des bonnes pratiques sur la partie partenariat public-privé, par exemple le partenariat qui existe entre le public et le privé sur la partie industrie automobile, industrie aéronautique. 60% des emplois de 2030 n'existent pas encore et 85% des emplois actuels disparaîtront dans 10 ans. Les investisseurs africains et européens sont appelés à s'adapter à cette révolution de l'industrie 4.0 qui ne cesse de s'accélérer. Dans le reste de l'actualité, mise en échec d'une tentative d'émigration clandestine à partir du port de plaisance de Saïdia à bord d'une embarcation pneumatique suite à une opération commune menée par les services de la Sûreté nationale de Saïdia et la brigade maritime de la gendarmerie royale. Dans un communiqué, la DGSN précise que cette opération a permis d'arrêter 3 individus soupçonnés d'implication dans l'organisation de l'émigration clandestine et de 8 candidats à l'immigration illégale de nationalité marocaine.
Marrakech, capitale du cinéma mondial. Dans quelques instants, le rideau a été levé sur la 18e édition du Festival international du film de Marrakech. Au programme, une compétition officielle départagée par un jury international présidé par l'actrice écossaise Tilda Swinton, un panorama marocain haut en couleurs et un hommage australien riche en films qui ont marqué les esprits. À quelques heures de l'ouverture officielle du festival, on vous invite à découvrir une ambiance festive dans ce reportage de nos envoyés spéciaux à Marrakech, Hamza Saïh, Abdelaziz Kiwi et Oumaïma Ramdi. Quelques petites minutes nous séparent de la grande soirée. Ici, au Palais des Congrès, tout le monde se mobilise. Techniciens, ingénieurs et autres. L'heure est à la concentration. Chaque petit détail est revu au peigne fin pour mener à bien cette 18e édition du festival. Les préparatifs vont bon train. On est à quelques heures de la cérémonie d'ouverture ce soir qui va connaître plusieurs temps forts avec notamment la présentation du jury présidé par l'actrice et productrice écossaise Tilda Swinton, mais également 8 talents de 8 pays différents. Cette année, c'est le cinéma australien qui est à l'honneur, avec pas moins de 25 films montrant toute la diversité et la singularité de cette grande cinématographie. Mais pas que, le cinéma marocain est lui aussi représenté. Dans la programmation, il y a le film marocain, Le C'est Inconnu, qui représente le Maroc. Et apparemment, j'ai pas vu le film, mais en suivant les critiques, en suivant le parcours international que le jeune réalisateur a fait, il paraît qu'on aurait cette année une meilleure représentation du Maroc. C'est donc ce soir le lever du voile sur cette messe du 7e art qui promet d'en mettre plein les yeux aux spectateurs. Au programme, une série d'hommages à de grands noms du cinéma, sans oublier la compétition, la fameuse compétition pour laquelle 14 films sont en lice cette année pour décrocher l'étoile d'or. Tout cela sera présenté au Festival international du film de Marrakech et nous ne manquerons pas de vous le présenter sur Al-Oula. Soyez au rendez-vous. On enchaîne avec un concert de jazz qui a fait swinguer le public de Rabat au Théâtre National Mohamed V. Un concert animé par deux musiciens, Paolo Fresu et Hurricane. L'un est italien, l'autre est américain. Le piano et la trompette sont leurs instruments et visiblement le duo aborde le jeu avec une simplicité surprenante. Regardez ces images d'Amila Mori commentées par Zakaria Moukimpillah. Des standards populaires de jazz, des improvisations sur des thèmes de musique classique ou de chansons italiennes et des créations originales. Les deux musiciens de jazz Paolo Fresu et Hurricane dévoilent toute leur virtuosité. Nous jouons du jazz ancien et nous improvisons en utilisant de la musique classique et des standards de jazz. C'est une sorte de challenge pour nous de jouer cette musique. La plupart du temps, ce répertoire est accentué par d'autres instruments. Dans notre cas, nous essayons d'innover quelque chose d'intéressant. J'espère que le public apprécie. Il y a des différences bien sûr, mais il y a surtout des choses qui sont vraiment à côté. La curiosité, l'ouverture vers les musiques du monde. On aime beaucoup la musique classique, on aime beaucoup la musique baroque et on se pose pas des problèmes des styles de musique en fait. On joue ce qu'on aime. Le succès de ce duo reflète la puissance d'une rencontre réussie entre deux grands noms du jazz moderne. Avec leur jeu simple et élégant, ils parviennent à impressionner les amateurs de ce style de musique. Pour nous, en tant qu'institut culturel, c'est un concert très important parce que il est basé sur le croisement de la tradition musicale africaine. Le jazz vient de l'Afrique, méditerranéenne, européenne et américaine aussi. Donc c'est un projet qui est dans l'esprit de notre activité culturelle. Avec à leur actif plusieurs albums, ce duo continue d'innover et de ravir les passionnés. Pour cette saison culturelle, d'autres événements sont prévus par l'Institut culturel italien, particulièrement à travers la musique et l'opéra. Et sur ces notes jazzy, on se quitte. L'info est de retour à 21h avec Nadia Mouden. Rendez-vous demain, 19h. Bonne soirée.